Nous sommes en 1187, dans le royaume des Francs. Alors que le pape lance un appel à l'Occident pour rejoindre la troisième croisade, le roi Philippe II se trouve dans une situation délicate. Dans un sens, son devoir de chrétien l'oblige à venir au secours des Francs de Jérusalem qui ont tout perdu contre Saladin. La prise de la ville sainte, qui suit aussitôt la bataille de Hattin, requiert une mobilisation massive des chevaliers français. Dans un autre sens, l'appel à un nouveau pèlerinage arrive au pire moment pour le monarque. Il avait justement réussi à manœuvrer habilement pour pousser son pire ennemi dans la crise. S'il doit faire la paix, maintenant, avec les Plantagenets, c'est une occasion manquée de les affaiblir durablement. Ainsi, Philippe II est désormais devant un dilemme cornélien. Il doit jongler entre ses priorités politiques, détruire la puissance angevine et ses obligations religieuses, partir en croisade avec ces mêmes angevins. Nous suivrons donc avec intérêt Philippe Auguste dans le plus grand défi du début de son règne. Entre la conquête de la Terre Sainte, la concurrence de Richard Cœur de Lion et la préservation de son royaume, la troisième croisade est une expédition à très haut risque pour le Capétien. Regarder un match de Ligue des Champions, une course de F1 ou un match de MMA en clair et sans rupture, c'est souvent mission impossible tant les sites de streaming sont toujours instables. Même chose pour les catalogues Netflix, Amazon Prime ou Disney+, comme par hasard, ce sont toujours nos films et nos séries préférées qui sont indisponibles en France. Et quand on se tourne vers YouTube pour regarder enfin quelque chose, on se retrouve bombardé par des publicités de 5, 15, voire plus de 20 secondes, constamment et constamment. Vous serez d'accord avec moi, pas facile de regarder tranquillement un contenu vidéo en 2024. Alors, c'est là où intervient NordVPN, le sponsor de cet épisode. En l'installant sur votre téléphone, tablette, ordinateur ou Smart TV, vous pourrez changer d'emplacement virtuel pour faire croire aux fournisseurs vidéo que vous avez changé de pays. Résultat, connectez-vous en Belgique pour regarder la F1 sur le site de la télévision RTBF, inaccessible en France. Connectez-vous en Angleterre pour regarder tous les films de Harry Potter bloqués dans l'Hexagone. Sinon, connectez-vous en Albanie pour regarder YouTube sans publicité, car la plateforme n'en diffuse pas dans ce pays. Que ce soit pour la Ligue des Champions, les matchs de MMA ou les films Marvel, il y a forcément une chaîne, un programme, une émission, quelque part dans le monde entier qui les diffuse gratuitement et en haute qualité. Bref, en cliquant sur le lien juste en dessous, obtenez 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans à prix cassé. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel en quelques secondes et de faire ainsi des économies. Si vous souscrivez à Spotify depuis un autre pays que la France par exemple, vous aurez des prix bien plus intéressants sur l'abonnement premium. Alors essayez le réseau privé virtuel en cliquant sur le lien juste en dessous et bonne vidéo avec NordVPN. En 1187, la reprise de Jérusalem par Saladin déclenche un nouvel appel à la croisade, mais il faut attendre 3 ans supplémentaires pour voir les chevaliers partir. Il a fallu en effet régler le problème de succession chez les Plantagenets et il a fallu que les princes de France enterrent la hache de guerre. Ce n'est qu'en 1189 que le roi d'Angleterre et le roi des Francs trouvent un compromis durable leur permettant enfin de prendre la croix. Maintenant, comment le souverain français a-t-il préparé son départ ? Contrairement à ce qu'on pense souvent, les croisés ne prennent pas la route de Jérusalem sans protéger leurs intérêts. Pour Philippe comme pour les autres, un pèlerinage est d'abord et avant tout un risque politique. Par exemple, que faire s'il est tué? En cas d'affrontement avec l'ennemi, en cas d'accident sur la route, en cas d'assassinat commandité, Philippe II doit prévoir un plan de secours pour anticiper sa propre disparition. Or, à l'instant où nous parlons, son premier fils vient à peine de naître. Le jeune Louis le Lion est encore un nouveau-né et rien ne garantit qu'il parviendra à l'âge adulte. Le voyage en Terre Sainte l'oblige ainsi à sélectionner des hommes de confiance pour envisager une régence jusqu'à la majorité de Louis le Lion. De même, dans le cas où le roi survit mais que ses vassaux meurent au combat, la couronne doit anticiper les éventuelles crises de succession dans les comtés voisins. Par exemple, les Flandres n'ont pas encore réglé tous leurs enjeux d'héritage. Si le comte venait à être tué, personne ne sait qui serait son successeur. Philippe craint alors que des candidats proches des Plantagenets ne parviennent à se hisser sur le trône flamand, ce qui mettrait son royaume en grand péril. Deuxième risque posé par la croisade, la pression financière sur les coffres de l'État. Déplacer des milliers de chevaliers et de soldats à pied, c'est évidemment un coût exorbitant pour la couronne. Philippe annonce donc la création d'une nouvelle taxe appelée Dîme Saladine, en référence au chef musulman Saladin. Pour la première fois dans l'histoire, la couronne exige 1/10 des revenus de chaque habitant, ce qui provoque un tollé général dans le royaume. Conçue pour préparer la croisade sans abîmer ses finances, la mise en place de la dîme saladine provoque une levée de boucliers que le roi ne peut apaiser par les mots.
On ne sait pas vraiment quelle somme les Francs ont réussi à réunir, mais on sait que les Plantagenets, qui appliquent la même taxe sur un territoire plus vaste, ont amassé environ 80 000 marques. 80 000 marques pour financer une expédition, c'est assez pour payer la solde, la nourriture, le transport et l'équipement d'environ 20 000 hommes pendant 1 à 2 ans. Par contre, le coût supporté par les populations est exorbitant. Les paysans comme les nobles sont tous mis à contribution et le pape en rajoute une couche en excommuniant tous ceux qui refusent de payer. Les montants sont néanmoins trop énormes, la Gronde finit par menacer la stabilité du royaume et Philippe II recule devant les menaces de révolte. Il retire la dîme saladine 1 an après son entrée en vigueur, non sans avoir accumulé un véritable trésor de guerre aux dépens de sa population. Ainsi, l'impôt exceptionnel qu'on appelle la dîme saladine permet aux princes d'Occident de financer la troisième croisade. Il y aurait environ 15 à 20 000 hommes côté anglo-normando-angevin et 5 à 10 000 soldats français, toulousains, champenois, flamands et bourguignons. Le contingent de France et d'Angleterre reçoit également le soutien d'environ 20 000 Germains mobilisés par l'empereur Barberousse. Avec un total de 40 à 50 000 chrétiens accompagnés par les flottes génoises, pisanes et vénitiennes, le pape est persuadé que le sultan Saladin devra déposer les armes. La reconquête de Jérusalem ne semble être qu'une question de temps et le roi désormais sans royaume, Guy de Lusignan, reprend confiance. Après avoir été libéré par les musulmans, il appelle à lui ce qu'il reste de templiers, d'hospitaliers et de chevaliers latins pour assiéger Saint-Jean d'Acre. S'il reçoit le soutien des Occidentaux à temps, il pourra peut-être venger sa dernière défaite au camp de Hattin. Au printemps de l'année 1190, la plus grande expédition militaire du XIIe siècle s'engage enfin entre l'Europe et l'Orient. Pour aller vers Jérusalem, les croisés empruntent 3 itinéraires. Depuis Marseille, la flotte française et l'armada anglo-angevine doivent rejoindre Messine, le carrefour de la Sicile. Ensuite, Philippe et Richard doivent continuer chacun de leur côté jusqu'à Saint-Jean d'Acre, où le roi de Jérusalem les attend avec impatience. À côté, les Germains de Frédéric Barberousse choisissent de transiter par la terre. L'empereur doit rejoindre Constantinople puis poursuivre sa route en Anatolie, malgré les souvenirs difficiles de la deuxième croisade, au cours de laquelle les Germains avaient été détruits par les Turcs. Ce dernier ne craint pas le sultan de Roum. Pourtant, les 3 contingents sont rapidement déçus par les conditions du voyage. À peine arrivés à Messine, l'armée franco-anglo-angevine connaît des difficultés. À cause de certains chevaliers, dit-on, qui auraient violé et séquestré des femmes siciliennes, les habitants se seraient révoltés contre leurs invités. Richard Cœur de Lion aurait alors incendié la ville pour calmer les émeutiers, provoquant l'incompréhension totale des pouvoirs locaux. Pire, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est, l'immense armée germanique traverse le territoire byzantin sous les attaques incessantes des Seldjoukides. Lors de la traversée d'un fleuve, Frédéric Barberousse se noie sans avoir atteint sa destination. Ses nombreux soldats se dispersent dans tous les sens et beaucoup finissent par rentrer chez eux de peur d'être capturés par l'ennemi. Un petit nombre d'entre eux rejoint quand même l'armée du roi de Jérusalem, mais l'élan du pèlerinage est complètement brisé côté germain. Bien sûr, il reste toujours les 2 princes de France. Philippe et Richard quittent Messine en mars 1191 et tentent de rejoindre Guy de Lusignan. Malheureusement, si le premier parvient à bon port, le second est surpris par une tempête et s'échoue sur l'île de Chypre. Au début du printemps 1191, seuls les Français de Philippe II arrivent sans trop de difficultés au siège de Saint-Jean d'Acre. Le Capétien vient renforcer les positions du roi de Jérusalem, soutenu par les chevaliers du Temple et de l'Hôpital. Celui-ci dispose d'assez peu de ressources, mais grâce à l'arrivée constante de soldats venus d'Europe, il aurait quand même réuni entre 8 et 10 000 soldats. À cette force s'ajoutent alors les croisés français, peut-être 5 000 soldats supplémentaires, ainsi que les débris de l'armée germanique menée par le duc d'Autriche, Léopold V. Dans l'autre camp, Saladin comprend qu'il ne doit perdre aucun instant, alors il attaque les chrétiens avec une immense armée. Il aurait, selon les sources consultées, environ 20 à 25 000 soldats maximum. Selon le chroniqueur arabe Imam ad-Din, Philippe II impose son autorité à des princes occidentaux issus de toute nationalité. À seulement 25 ans, il prend les rênes d'une armée internationale évoluant dans un contexte très difficile. Il fait construire des trébuchets, 11 selon les chroniques, il fait élever des tours de siège, des mangoneaux, des béliers. On lui prête même la décision de commencer à creuser des tunnels sous les remparts pour aller saper leurs fondations. Le siège avance très bien malgré la pression de Saladin, quand tout à coup, on annonce l'arrivée imminente de Richard Cœur de Lion.
Plusieurs semaines après l'arrivée du roi des Francs, le roi d'Angleterre parvient enfin au siège de Saint-Jean d'Acre. Néanmoins, le prince Angevin n'a pas chômé pendant ce laps de temps, il a profité de son séjour forcé à Chypre pour s'emparer de l'île et pour en faire un poste avancé. Ce territoire stratégique, qui avait fait sécession à l'Empire byzantin après ses récentes défaites contre les Turcs, est facilement conquis puis vendu aux Templiers pour 25 000 marques. Au bout du compte, Richard arrive en Terre Sainte avec un argument de poids. Il a décuplé ses ressources financières et il en profite pour réclamer le commandement des troupes. Philippe, le roi des Francs, mais aussi Guy de Lusignan, le roi de Jérusalem, ainsi que Léopold V, le duc d'Autriche, lui demandent de baisser ses prétentions, mais rien n'y fait. Les croisés se disputent tous les jours et ne parviennent pas à conduire la guerre correctement. En plus, l'arrivée des Anglo-Angevins aggrave la situation sanitaire car les croisés s'empilent les uns sur les autres sur un front resserré. La situation finit par s'embourber complètement et les épidémies finissent par gagner le camp chrétien. Quelques semaines après l'arrivée des Occidentaux, la situation au siège de Saint-Jean d'Acre finit par devenir extrêmement difficile. On raconte que le roi des Francs attrape la léonide, une bactérie qui lui fait perdre ses cheveux, qui lui fait perdre l'usage d'un œil et qui fait tomber ses ongles. Un sort absolument tragique pour un souverain encore dans sa vingtaine, à une époque où les apparences sont très importantes. Puis, à mesure qu'il sent la mort se rapprocher, il repense au risque politique que nous avions évoqué tout à l'heure. Que faire s'il est tué ? Son fils Louis le Lion n'est qu'un nouveau-né et son royaume risquerait la guerre civile si jamais il disparaît. De plus, le comté de Flandre est également en grand danger car son maître est blessé mortellement après un assaut raté contre les remparts. Personne ne sait qui va s'emparer de sa couronne et les Flamands pourraient bien passer dans le giron Plantagenet si rien n'est fait. Bref, entre le risque de sa propre disparition et les dangers qui pèsent sur l'un de ses plus dangereux vassaux, Philippe estime que l'avenir de la France ne peut plus se jouer en Terre Sainte. Épuisé, à bout de nerfs, extrêmement fragile, le roi des Francs prend tout le monde au dépourvu. Tout en laissant ses soldats sur place, il quitte le siège de Saint-Jean d'Acre et prend brusquement le chemin du retour. La troisième croisade est bel et bien terminée pour le Capétien. Au milieu de l'été 1191, le siège de Saint-Jean d'Acre prend une tournure inattendue quand le roi des Francs Philippe II décide subitement de rentrer en France. Ravagé par la léonide, il obtient du pape une exemption de combat et rentre aussitôt à Paris. De l'autre côté, les croisés sont furieux. Richard Cœur de Lion parle de trahison, de lâcheté, de désertion. Même si son rival a laissé toute son armée sur place, son retour précipité lui fait craindre le pire. Comment être sûr que le roi des Francs ne va pas en profiter pour s'allier à Jean sans Terre ? Comment avoir la garantie qu'il ne va pas pousser son petit frère à usurper son trône ? Il aimerait bien rentrer lui aussi, mais sa priorité est d'abord de gagner la guerre contre Saladin. Le 12 juillet, suite au départ de Philippe, Richard devient le seul prince sur le terrain à porter le titre de roi. Désormais le croisé le plus titré, il lance un assaut désespéré sur Saint-Jean d'Acre et vient finalement à bout des défenses ennemies. Par contre, une fois maître des remparts, il aurait refusé de hisser la bannière du duc d'Autriche, estimant que Léopold n'a pas assez fourni d'efforts. Sur les tours de la ville vaincue flottent uniquement des blasons plantagenets, capétiens ou latins, et aucun drapeau germain qui y ont pourtant participé comme les autres. Léopold est scandalisé, il quitte le territoire immédiatement et jure d'obtenir vengeance tôt ou tard. On ne connaît pas tous les détails sur cette affaire, mais Richard aurait insulté ses alliés en plein combat. Pour lui, il est crucial de se couvrir de gloire tant que son rival français gît agonisant sur le chemin du retour. Ensuite, le Plantagenet ne veut perdre aucun instant et veut aller vers Jérusalem le plus rapidement possible. Tandis que les Germains reprochent chemin en le maudissant par tous les noms, le prince Angevin aurait longé la côte avec tous ses soldats. Dans l'autre camp, Saladin l'aurait suivi de très près. Si vous avez regardé nos épisodes sur les croisades, vous savez que ces tactiques habituelles consistent à harceler les Francs pendant leur marche. Les archers montés ayyoubides tournent autour des colonnes croisées en tirant des flèches et en brûlant les buissons autour des routes. Les musulmans attaquent aussi les stocks de nourriture et empoisonnent les points d'eau. En fait, ils tentent d'épuiser leur ennemi pour le cueillir une fois épuisé par la chaleur. C'est la même tactique que le sultan avait utilisée au camp de Hattin quand le roi de Jérusalem avait perdu toute son armée. Si Richard ne veut pas finir comme Guy de Lusignan, il doit trouver une parade immédiatement.
Pendant la troisième croisade, les contingents français, bretons, angevins, anglais, aquitains, flamands, normands et ce qui reste de germains emportent avec eux une arme emblématique du Moyen-Âge. Face aux plis de flèches des musulmans répondent des tirs de carreaux, des carreaux propulsés par des arbalètes dont la puissance est largement supérieure à celle des arcs. Pour résumer, là où un archer peut tirer à répétition sur sa cible, l'arbalétrier ne peut tirer que quelques fois, mais ses projectiles sont beaucoup plus dangereux. Un croisé attaqué par des archers montés ressemble souvent à un porc-épic avec des traits plantés partout sur son armure. Il n'est pas tué sur le coup, les flèches ne sont pas assez puissantes, et c'est plutôt la faim, la soif et le harcèlement constant qui viennent à bout de lui. À côté, un ayobide engagé par un arbalétrier doit résister à un véritable missile propulsé à 60 mètres par seconde. S'il se tient à moins de 30 mètres du tireur, le carreau lui arrive dessus en 0,5 secondes. Qualité contre quantité, arbalète contre arc court, cette guerre est aussi un affrontement entre deux types d'armes à distance. Afin de contrer les flèches ayobides, les croisés s'organisent de la façon suivante. Les cavaliers sont placés au centre de la formation, bien protégés par des fantassins qui maintiennent à distance les archers montés. Puis, dès lors que l'un d'entre eux s'approche d'un peu trop près, une troupe d'arbalétriers surgit soudainement depuis les rangs. Après avoir armé leur machine à l'insu total de l'ennemi, elle décoche une volée de traits qui pulvérise leur cible à moins de 100 mètres. Les archers montés battent en retraite et les arbalétriers regagnent leur place sous la protection rapprochée de l'infanterie. Après le siège de Saint-Jean d'Acre, Richard Cœur de Lion trouve ainsi une parade efficace aux tactiques de harcèlement constant de Saladin. Il atteint les environs d'Arsouf aux grandes dames du sultan qui craint désormais de perdre Jérusalem. Ce dernier engage alors les croisés dans une bataille à haut risque. Nous sommes le 7 septembre 1191 et le prince angevin est encore en ordre de marche avec des soldats venus des quatre coins de l'Europe. Son armée est répartie sur 3 lignes. À l'extérieur de la formation se trouvent les fantassins, tournés dos à la mer, de façon à protéger les unités les plus précieuses postées plus près des plages. Les arbalétriers sont placés au 2e rang, prêts à tirer dès qu'ils en reçoivent l'ordre, et les chevaliers se tiennent au 3e rang. Difficile d'en être sûr, mais on estime que les ayobides ont environ 20 à 25 000 hommes, tandis que les croisés sont entre 11 et 15 000. Il semble y avoir une disproportion des forces en faveur du sultan, mais si vous avez suivi la série précédente, vous savez que l'arme absolue des francs est la charge de cavalerie. Richard comme Saladin le savent pertinemment, si la chevalerie charge au bon endroit et au bon moment, les rangs ennemis seront brisés dès le premier choc. Le champion de l'islam veut donc user son ennemi par des attaques incessantes. Il déclenche des pluies de flèches sur les rangs croisés en espérant les attirer loin de leur ligne. Il connaît parfaitement la nature téméraire des chevaliers qui se jettent souvent à la poursuite de l'ennemi. Tout le travail de Richard est donc de cavaler d'un bout à l'autre de la ligne de front pour maintenir la discipline dans ses rangs. Alors, tandis que archers et arbalétriers s'affrontent dans un véritable duel d'artillerie médiévale, Richard Cœur de Lion ne se livre pas. Apprenant des erreurs du passé, il attend que Saladin s'épuise par des mouvements de va-et-vient afin d'envoyer sa cavalerie au moment critique. Néanmoins, c'est d'abord le sultan qui le prend de court. Ce dernier sait que certaines unités croisées n'obéissent qu'à elles-mêmes et qu'elles sont difficiles à contrôler. C'est le cas par exemple des hospitaliers et des templiers qui sont postés à l'arrière et à l'avant de la colonne franque. Les musulmans attaquent les deux extrémités avec des forces importantes. Les ordres de chevalerie résistent dans un premier temps mais finissent par céder sous la pression. Malgré les rappels incessants de Richard Cœur de Lion, les chevaliers de Saint-Jean chargent droit devant pour se dégager. Ils emmènent avec eux certains chevaliers francs qui pensent peut-être que l'attaque générale a été donnée et voici que d'un instant à l'autre, la formation du prince angevin est complètement disloquée. Les ayobides en profitent pour redoubler d'efforts et tentent de briser leur ennemi. À cet instant de l'histoire, la bataille d'Arsouf est en train d'échapper au prince angevin, mais celui-ci décide d'aller au tapis en faisant sortir la cavalerie. N'ayant plus d'autre choix, tous les chevaliers disponibles surgissent depuis les rangs des fantassins puis débarquent tout à coup dans la plaine. Comme à Montgisard, comme à Dorilé, comme à Ascalon, le choc des chevaux lancés en pleine course a rapidement raison de la résistance des fantassins. L'impact de la charge anéantit complètement l'aile droite de Saladin qui bat en retraite immédiatement. Néanmoins, Richard ne peut pas transformer ce succès tactique en victoire décisive car les ayobides effectuent une retraite ordonnée. Le sultan envoie ses meilleurs hommes couvrir la fuite des unités vaincues. Certains croisés trop confiance et lancent également à la poursuite des musulmans puis se font prendre à partie par les archers montés. L'armée chrétienne perd en cohérence tandis que Saladin rétablit ses lignes. Bref, non loin du village d'Arsouf, Richard Cœur de Lion remporte une victoire en demi-teinte. Il a bien gagné la bataille, mais ses pertes importantes font qu'il ne pourra jamais gagner la guerre contre le sultan.
mois après la bataille d'Arsouf, Richard et Saladin trouvent un compromis lors du traité de Jaffa. Le prince angevin reconnaît que Jérusalem doit rester sous contrôle musulman. En échange, le sultan kurde accepte de laisser intactes les conquêtes de la troisième croisade. De Saint-Jean d'Acre à Jaffa, en passant par Chypre et par les forteresses croisées, comme le krach des Chevaliers par exemple, l'héritage latin est sauvé partiellement. Ce traité ne convient à aucun des deux souverains, mais l'un comme l'autre n'ont pas vraiment les moyens d'exiger davantage. En tout cas, une fois la paix signée, Richard Cœur de Lion repense à son avenir en France. Il sait qu'on pourra lui reprocher d'avoir laissé Jérusalem à l'ennemi alors qu'il a tout sacrifié pour venir ici. Anticipant la guerre à venir avec son rival Philippe, il charge le chroniqueur Ambroise d'écrire le récit de son épopée. Le poète normand doit décrire ô combien le Plantagenet s'est sacrifié sur le champ de bataille. Il doit rendre honneur à tous les chevaliers qui ont combattu sous sa bannière en détaillant chaque événement avec précision. Par sa prose, Ambroise doit également rejeter la faute de tous les échecs sur la maison Capet. Ce serait le roi des Francs, par sa fuite, qui serait à l'origine de tous les problèmes. Nul doute que sa chronique sera rapidement distribuée dans tous les châteaux de France, à une époque où les deux rois se disputent encore le contrôle du pays. Le prince d'Anjou se montre ainsi en héros courageux et décrit le prince de Paris comme un lâche. En février 1192, Richard prend enfin le chemin du retour. Il passe d'abord par la mer Méditerranée puis remonte par les Balkans. Il arrive ensuite en terre d'Empire et prend la direction du nord. Il n'est plus qu'à quelques semaines de voyage du territoire français, alors Philippe prépare son royaume pour la guerre. Le roi des Francs sait que le conflit va autant se jouer militairement que par les mots. Cependant, quand le roi d'Angleterre arrive en Autriche, sa suite est arrêtée par Léopold V, leur ancien compagnon du siège de Saint-Jean d'Acre. Ce dernier reproche au Plantagenet son comportement outrageux lors de l'assaut. Richard avait en effet refusé de hisser la bannière des Germains après la victoire. L'Angevin a beau lui expliquer qu'il regrette, il a beau lui dire que ce n'est pas le moment, il a beau négocier un sauf-conduit et demander pardon, le duc ne veut rien entendre. Aussi improbable que cela puisse paraître, il fait enfermer son prisonnier comme un vulgaire bandit. Léopold réclame même une rançon gigantesque pour sa libération, on parle de 50, 60, voire 150 000 marks. Si vous vous rappelez de ce que nous avions dit tout à l'heure, c'est quasiment le double du coût déjà exorbitant de la troisième croisade. Alors, si la maison d'Anjou s'est couverte de gloire en Terre Sainte, le cours des événements offre à la maison Capet une sortie de secours. Pour Philippe, c'est non seulement l'occasion d'attaquer son rival, mais c'est aussi l'opportunité de ternir sa réputation. Richard Cœur de Lion voulait devenir un héros, le roi des Francs profite de son séjour en prison pour le décrire comme un criminel. La guerre entre la maison aux Trois Léopards et la maison aux Fleurs de Lys est très loin d'être terminée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à le partager sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous également sur Discord où les modérateurs se feront un plaisir de vous accueillir. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Philippe et Richard ont poursuivi la guerre pour le contrôle de l'ancienne Francie occidentale. Il semble qu'au-delà d'un affrontement militaire, les deux princes cherchent également à prier dans les récits. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici et à très vite sur Bataille de France.